Bienvenue sur Oli et Thanato, le podcast qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Je suis Charlène, accompagnante des deuils et facilitatrice des transitions de vie. Dans ce nouvel épisode, notre invité va vous partager l'épreuve à laquelle il a dû faire face. Que lui est-il arrivé? Qu'est-ce qu'il a mis en place pour accepter cet obstacle de vie? Comment a-t-il fait preuve de résilience? Qu'est-ce qui lui a permis de se relever? À travers ces mots, vous percevrez qu'aussi terrible soit un deuil, une perte ou un changement, ce ne sont pas des fins en soi. Il est possible de s'en relever en cheminant pas après pas, chacun à son rythme et avec ses propres ressources. J'espère que vous trouverez l'écho et la résonance dont vous avez besoin pour cheminer dans votre propre processus, accueillir l'impermanence de la vie et voir cette transition comme une renaissance. Écoutons tout de suite son témoignage de résilience. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous accueillir dans un nouvel épisode qu'on a mis du temps aussi à enregistrer. Il y a parfois des épisodes comme ça qui arrivent au bon moment, quand le moment est juste. Alice, merci beaucoup pour ta confiance, merci beaucoup pour le témoignage et puis la discussion qu'on va avoir. Et je te laisse te présenter de la manière dont tu en as envie. Ok, bonjour Charlène. Bonjour à toutes les personnes qui auront l'envie et l'énergie d'écouter ça. Du coup, je m'appelle Alice, j'ai 26 ans. Et je suis ici parce que j'ai à cœur de partager des sujets importants qui peuvent l'être pour d'autres et qui le sont surtout énormément pour moi. Et je pense qu'on a matière à discuter sur le sujet qui va arriver. Merci beaucoup. Je pense que c'est important, comme tu l'as dit. Tu as dit sujets importants. Je vais préciser un petit peu. On va parler de sujets importants et de sujets difficiles, de sujets sur lesquels la plupart du temps on ferme les yeux aussi, qui est notamment la notion de tentative de suicide avec tout ce que ça implique, même si je ne doute pas que ce témoignage ne sera pas exhaustif. Je pense que c'est important pour les personnes qui nous écoutent, vous, auditeurs, auditrices, de savoir que si on va pas rentrer dans le détail de tout. Ça va plus être sur, encore une fois, cette notion de deuil, sur l'après, sur la reconstruction. Je sais, moi qui ai échangé avec toi, qu'il y a un témoignage qui recontacte la vie, en fait, donc qui est un témoignage plutôt positif. Néanmoins, si ces sujets, d'une manière ou d'une autre, ne sont pas OK pour vous ou que c'est pas le bon moment, je pense que vous avez matière à faire sur le podcast avec d'autres épisodes et de revenir à celui-ci quand ce sera OK. Et je reste disponible pour en discuter avec vous sur les réseaux ou par mail si besoin. Cette petite introduction étant faite, justement, est-ce que tu veux nous partager un petit peu quelques mots de ton histoire, de ce qui est OK pour toi de nous partager, justement, à propos de ces tentatives de suicide? Ouais, carrément. Alors j'ai eu un chemin assez complexe à partir de l'adolescence, comme énormément de gens, soit parce que c'est propice à beaucoup de changements parfois compliqués. Maintenant, Dieu merci, tout le monde ne vit pas l'adolescence à base de souffrances très très profondes. Euh, je pense que j'ai commencé à avoir la sensation d'avoir un souci profond et qui durait dans le temps vers mes 17-18 ans. Ça faisait un moment que c'était un peu délicat, mais ça s'est vraiment amplifié. Et puis, 17-18 ans, c'est l'âge auquel on est censé prendre des grandes décisions et commencer à savoir vraiment ce qu'on veut faire et ce pourquoi on est fait, apparemment. Et ça a vraiment été le moment où tout est devenu très très flou, là où on me répétait constamment que c'était la période où tout devait être très très clair. Et les choses ont fait que, à travers quelques expériences un peu compliquées, le chemin s'est pas éclairci du tout. Et au fil des années, c'est devenu vraiment très très complexe jusqu'au moment où, on en parlera après, mais il y a eu un déclic suffisant pour accepter d'être prise en charge, parce que je pense que c'est vraiment accepter et être prêt. C'est pas juste une question de volonté comme on répète bien trop souvent. Hem et suite à ça, s'en est suivi une très, très longue hospitalisation et plusieurs hospitalisations qui ont tenu sur 3 ans et demi de temps et qui ont interrompu pas mal de choses, dans les premières années de jeune femme. Mais pour le meilleur, parce que du coup, si je suis dans la même pièce que toi aujourd'hui, c'est pour parler de tout ce qui a grandi et tout ce qui a été sublimé, après ça. Donc il y a énormément de positifs et c'est vraiment ça qui me tient à cœur. Le but, c'est pas du tout d'en parler, ni pour être égocentrique, ni
pour dire aux gens effectivement que c'est la vérité, qu'il y en a qu'une et que c'est comme ça que ça marche et que c'est comme ça que ça ira mieux. Je suis pas un dieu et je suis pas un thérapeute et juste, j'ose espérer que mon expérience pourra servir à d'autres personnes que moi parce que sinon ce serait un peu dommage. Voilà. Merci beaucoup. Et c'est important, tu as raison de le préciser, comme je le dis assez souvent sur ces épisodes, c'est ton témoignage, il t'appartient, c'est ta réalité avec ton histoire, tes croyances, ce que tu acceptes de nous dire aujourd'hui et ce qui te reste aussi intime et personnel et ce qui est tout à fait normal. Donc, si ça résonne pour vous, c'est super, prenez, inspirez-vous-en. Si ça résonne pas, bah, juste ne prenez pas et c'est OK, il existe plein d'autres témoignages qui peut-être pourront vous servir. Dans ce que tu as dit, en fait, on ressent que cette notion de quête d'identité, je vais dire, qu'on a à l'adolescence, ça t'a plongé dans un certain mal-être, pour des raisons justement qui te sont propres et qu'on n'a pas forcément besoin de détailler, en tout cas, aujourd'hui. Et au final, le fait de se faire du mal, de se faire souffrir était, en tout cas, l'un des chemins qui s'est offert à toi, tellement c'est peut-être plus possible à un moment. Et tu as parlé justement de ce déclic, parce que, ben, il existe plein de chemins, comme j'ai dit, c'est pour ça que j'ai dit que ça a été l'un des chemins. Et à un moment, tu as eu ce déclic pour te dire, OK, est-ce que finalement, il faudrait pas que je quitte ce chemin pour en trouver un autre avant de venir sur cette notion, etc., de deuil? Est-ce que tu peux nous dire, ça a été quoi, justement, toi, ton déclic pour te permettre de changer de chemin et d'accepter soit les mains qui t'étaient tendues ou d'accepter de te faire accompagner, d'accepter une aide extérieure? Ouais, bah, en fait, alors je pense qu'il y en a eu 2 ou 3 mais en tout cas, je sais qu'il y a eu un premier déclic, vers mes 19-20 ans où alors ça a pas été le déclic, qui a déclenché toute la suite et qui a déclenché le mieux, mais en tout cas, il y a eu un premier déclic, où au au fil des semaines, j'ai vraiment eu l'impression de m'enfoncer évidemment, mais de m'éloigner de plus en plus de ce que j'étais et à contrario, ce truc, qu'on n'arrêtait pas de dire et qu'on dit à beaucoup de gens «Bah, voilà, tu es majeur, tu vas avoir tes responsabilités, tu dois savoir, ce pourquoi tu es fait, ce que tu veux faire et tu dois le faire et réussir». Heu, Ça c'était très anxiogène, mais à contrario, il y avait certaines choses pour lesquelles je savais, que je pouvais être faite potentiellement et qui me plaisaient et en fait, alors je vis tout de façon très viscérale et du coup les choses pour lesquelles je pensais être faite, je les vivais, profondément avec beaucoup d'intensité et il y a eu un premier déclic où en fait j'ai juste eu l'impression que je m'éloignais de qui j'étais et que oui, j'allais mal et c'était un fait, c'était indéniable et je pouvais pas, juste claquer des doigts et espérer que ça change du jour au lendemain. Mais par contre, je ne pouvais pas, à mes yeux en tout cas, me permettre, de supprimer, ce pourquoi je pensais être, utile et être faite et ce qui m'accompagnait et qui faisait au final que j'étais encore là malgré les difficultés et et il y a eu un deuxième gros, gros déclic, qui s'est fait, quelques années après encore, et qui lui a été, le plus gros puisqu'il a permis, même si c'était assez délicat, les hospitalisations, les bonnes prises en charge parce que parfois elles sont pas exceptionnelles et parfois à contrario on est pris en charge et on n'est pas prêt donc ça ne fonctionne pas et c'est la faute de personne. Il y a eu le déclic, qui peut paraître super cliché mais qui est hyper réel en tout cas qu'il a été pour moi de me dire: «OK, si j'arrive pas à le faire pour moi, il faut que je le fasse pour les autres, il faut que je le fasse pour les personnes, qui espèrent que ça s'arrange à un moment et qui espèrent que ça marche» et le fait vraiment de voir, que mon entourage avait puisé dans toutes ses ressources et que ça suffisait pas et que vraiment c'était du désespoir, c'était même plus de la peine ou quoi. Je pense que ça m'a vraiment réveillée à un moment et je me suis dit: «OK, visiblement, t'as pas envie de te battre pour toi maintenant et ça arrive et c'est pas grave. Essaye de pas trop, te culpabiliser de ça, mais du coup, fais-le, heu, pour les personnes qui attendent de toi que ça aille mieux à un moment et qui veulent, pas pour te contrôler, mais parce que juste elles t'aiment» et je suis infiniment reconnaissante d'avoir eu, la sensation qu'il y avait des personnes qui comptaient sur moi à ce moment-là, parce que sinon peut-être, j'aurais pas fait tout le chemin derrière. Mais oui, je pense qu'en tout cas le déclic, il est d'abord venu de l'extérieur et que je l'ai ramené à moi après.
On sent justement, comme tu l'as dit, un premier déclic vers 18-20 ans, puis ensuite d'autres déclics, que ça a été, ben, le fruit d'un cheminement aussi et je pense que c'est important à rappeler cette notion de temps, de rythme, avec des hauts, avec des bas, avec des moments, plus difficiles, peut-être des moments qu'on aimerait bien oublier parfois et je trouve intéressant le fait que tu partages que tu as souhaité entamer ce processus. C'est ce qu'on appelle une motivation de base plutôt extrinsèque, c'est-à-dire une motivation liée aux autres, de le faire pour les autres et que justement, c'est une question qui me vient en même temps, à quel moment tu dirais que cette motivation, elle s'est intégrée en toi? Est-ce que c'est quelque chose que tu as conscientisé où tu t'es dit: «OK, à partir là de maintenant, je le fais pour moi» ou est-ce que c'est plus après coup où tu t'es dit: «Ben, en fait, je l'ai fait de base pour les autres et au fur et à mesure, je l'ai fait autant pour les autres que pour moi et aujourd'hui, je vis pour moi». Tu arriverais à mettre des mots dessus ou pas du tout? Ouais, je pense que ça a été assez subtil et ça a été assez insidieux, mais il y a un moment où, sans m'en apercevoir et du coup sans conscientiser, là où je conscientisais pourtant à peu près globalement tout, heu, j'ai eu l'impression de me réveiller certains matins. Alors, là, je parle de ça, c'était au bout de plus d'un an d'hospitalisation, donc disons que la motivation, venant de l'extérieur et de l'entourage, a été la première pendant très longtemps, mais je suis alignée avec ça maintenant. Hem, je pense qu'il y a plusieurs matins, c'est très, très con ce que je vais dire, mais où je me suis réveillée en me disant, «Tu t'en sors plutôt pas mal en le faisant pour les autres». Ça a l'air de fonctionner et du coup, pourquoi ne pas essayer de le faire pour toi? Et au pire, si ça fonctionne pas, repars sur le schéma d'avant et fais-le pour les autres et tu verras bien si ça tient sur le temps. Et je pense qu'en fait, j'ai eu l'impression à un moment que ça commençait à rassurer un peu mon entourage et que ça commençait à avoir, de l'effet, sur eux et je me suis dit: «Mais si ça fonctionne sur eux alors que ça vient de toi et que c'est toi qui te brusque le matin pour te lever et qui essaye de regrouper tes forces et d'avancer là-dessus. Pourquoi ça ne fonctionnerait pas si tu le faisais pour toi-même? Je veux dire, c'est le même corps qui va faire le travail globalement, donc ça devrait fonctionner et je pense que c'est arrivé, assez longtemps après le gros déclic, mais qu'il fallait ce temps-là parce que sinon certainement je me serais, trop, brusquer et brutaliser moi-même, pour le faire pour moi, ça n'aurait pas fonctionné et je pense que, il y a eu des rechutes, il y a eu des échecs parce que c'est pas linéaire et c'est hyper important de le dire, mais à contrario, je pense aussi qu'il y a un moment où, avoir la sensation, parce que c'est pas vraiment des échecs en soi, avoir la sensation d'échouer plusieurs fois de suite, ça peut vraiment être très, très compliqué et du coup, je me remercie un petit peu de pas avoir, voulu me brusquer et le faire pour moi trop vite parce que si ça n'avait pas fonctionné, je pense que je l'aurais plus fait pour personne, en fait. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. En fait, on sent que tu as fait le chemin, autant que le chemin t'a fait un peu ce côté, rétrospective et cet effet miroir et qu'est-ce que je comprends de tout ça? Et moi j'aime bien dire, je sais pas si on en a déjà parlé à 2. J'aime bien dire que les échecs pour moi, c'est pas des échecs, c'est juste des situations, des chemins, des destinations à ne pas Ouais, reproduire. carrément. On a vu que franchement, c'était un truc en mode impasse, pas cool, pas chouette, bah, juste, on n'y retourne pas et si on peut apprendre pourquoi on a été et pourquoi ne pas y retourner, ben, c'est là où on transforme l'échec de manière fertile et de manière positive et où on le transforme comme un apprentissage et comme un enseignement. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi sur cette notion d'échec et justement, tu parles aussi, ben, tu en as parlé parce que de base, c'est venu aussi de l'adolescence, de cette notion, d'identité. On sent que ce changement de perspective, il s'est fait aussi au fur et à mesure et on avait envie de parler ensemble de cette notion de deuil et de l'ambivalence des émotions. Justement, alors, je vais le dire dans des grandes lignes et tu le développeras dans le sens que tu en as envie, mais un peu sensation de cul entre 2 chaises, entre la personne que tu étais et la personne que tu es devenue ou que tu étais en train de devenir, même si le fond reste la même. Le fond de la Alice que j'ai aujourd'hui est le même que la Alice que pour le coup je n'ai pas connue. Mais c'est la forme et certaines pensées autour qui en sont différentes. Euh, Qu'est-ce qui te vient et qu'est-ce que tu as envie de nous partager sur ce point? Bah, je pense qu'au même titre que je dis très souvent qu'une guérison, une rémission, un changement, n'est pas linéaire.
C'est exactement, pareil pour ce fait-là et en fait, c'est en ça que j'ai vraiment eu la sensation de vivre un deuil. C'est que, on le dit pas assez, à quel point ça peut être complexe de se voir changer autant, et alors là, je parle de santé mentale, en l'occurrence, je pense que c'est valable pour tout, mais parce que c'est ce sujet-là que j'ai vécu le plus. Hem, je pense qu'on parle vraiment pas assez de à quel point ça peut être très, très, très complexe et très, déstabilisant de changer pour le mieux et pour aller mieux, certes, mais de changer quand même et en fait, on aime beaucoup dire aux gens, «Tu verras, une fois que ça ira mieux, tu seras vraiment soulagé de te défaire de tout ça, de te débarrasser de comment tu étais, de où tu étais, des souvenirs de cette période-là». Alors pour certains, j'imagine que c'est le cas et que ça fonctionne comme ça et si c'est ça qui va pour eux, c'est très bien. Mais par contre, je pense qu'il faudrait aussi, arrêter de penser que, vu que tout ce chemin-là et toute cette évolution-là mène à du mieux, il faut complètement balayer ce qui s'est passé avant. Encore une fois, c'est que mon avis, mais Dieu merci, j'ai pris conscience de ça, sinon je pense que j'aurais été frustrée très longtemps. En fait, hem, je pense que j'ai dû faire, déjà le deuil de la personne que je pensais pouvoir être avant d'aller mal. Ça, c'est déjà une chose, mais surtout, là, en l'occurrence, avec cette ambivalence-là, j'ai dû faire le deuil de celle que j'ai été en souffrant pendant des années et en fait, je sais que quand je disais ça parfois à certaines personnes, autour de moi pendant les soins ou dans l'entourage et cetera, ça paraissait assez incohérent, mais c'est pas que j'ai apprécié celle que j'étais en souffrance, c'est juste qu'elle a existé et que c'est un fait et qu'effectivement, comme tu dis, la personne au fond, c'est la même donc ça a été moi et je peux pas dire que non, ça n'a pas existé et que ce n'était pas moi. Enfin, c'était moi, c'était mon corps, c'était mon âme, c'était mon cœur et tout ce qu'on veut. Hem, c'est compliqué pour les gens de s'imaginer qu'à un moment, ça peut un peu te manquer, ce que tu ressentais, pas la souffrance, mais la position dans laquelle tu pouvais être et du coup, cette ambivalence, c'est vraiment ce truc de «OK, je suis extrêmement reconnaissante d'aller mieux et de m'être sortie de ça et vraiment je suis soulagée, je suis heureuse, je vais beaucoup mieux». Mais j'ai eu un vrai travail à faire pour dire au revoir à celle que j'ai été pendant des années et mmh et je pense que c'est important aussi de dire ça pour les personnes qui ont l'impression que si elles acceptent d'aller mieux, qu'elles acceptent de se lancer et parce que vraiment on doit accepter d'aller mieux, sinon ça ne fonctionne pas et ça, c'était compliqué aussi de l'encaisser ce truc. Heu, elles vont devoir dire au revoir à un morceau d'elles et j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Ça ne retire encore une fois en rien ma reconnaissance, immense, envers la vie et envers le fait d'être bien aujourd'hui. Mais effectivement, il y a eu ce truc de j'étais quelqu'un qui avait pas de responsabilité, qui était hospitalisé longtemps, qui se laissait porter par, la thérapie, par, les soignants, par les proches qui grossièrement parlant m'assistaient et je m'en foutais de comment ce serait demain et de quoi j'avais l'air et ce à quoi je pensais et et à un moment, ça a fonctionné et j'étais mieux et j'allais mieux et du coup, j'ai dû reprendre des responsabilités, j'ai dû, reprendre une vie, dite normale et donc forcément, j'ai dû faire le deuil de toute la vie d'avant, et devenir, la nouvelle version, de moi. Ça a été un peu compliqué, mais c'est en ça qu'il y a vraiment une ambivalence qui est complexe, mais qui est très, très belle à vivre pour autant. Carrément, c'est très riche ce que tu partages et je trouve ça très juste. Hem, on en parlait en off, où justement cette notion d'ambivalence, elle est présente dans différents deuils, et je vais citer l'un des exemples que je t'ai donné juste avant, qui est notamment l'épisode que j'ai enregistré avec H sur le changement de genre, où il parle aussi de cette sensation du cul entre 2 chaises. Je te citais un autre exemple qui était la notion de rémission par rapport au cancer entre, au moment de la rémission et au moment où j'ai eu l'annonce, et ben, je ne suis pas non plus du tout la même personne et
j'avais envie de dire, j'avais ces mots-là quand on parlait, dire au revoir, c'est pas dire adieu. C'est pas du tout la même chose. Et on n'oublie jamais réellement. Comme tu as dit, ça a fait partie de moi. C'est pas parce que ça a fait et que ça ne fait plus que j'oublie. Non, au contraire, c'est en. Tu as parlé aussi du fait de devoir accepter. C'est en intégrant le fait que ça a fait partie de toi que tu as été, oui, cette personne qui se faisait du mal notamment, cette personne qui était en souffrance et que cette souffrance, elle l'exerçait aussi contre elle. Et c'est là aussi cette ambivalence, c'est que bah, avant, je me faisais du mal et maintenant, je décide de me faire du bien. Avant, j'étais une personne que bah, finalement, je n'aimais pas, mais qui était peut-être ma seule manière de pouvoir l'exprimer. Et aujourd'hui, je dois quitter ça, trouver d'autres modèles d'expression pour pouvoir être la personne que j'ai envie d'être, réussir à savoir mais qui je suis en fait, parce que depuis tout à l'heure, on parle d'identité et tout ce mal-être, tu l'as dit, c'est venu aussi en lien avec l'adolescence de je pourrais mettre cette grande question un peu finalement qui suis-je? Et comme je trouve peut-être pas de réponse ou pas de réponse qui me satisfait, qui me rend satisfaite, et ben du coup je sais pas trop et donc bah ça me met dans un certain mal-être qu'il faut que j'arrive à exprimer et où je trouve un objet, un sujet pour l'exprimer et toi entre autres ça a été notamment contre toi. Et on sent réellement, tu vois, tu parlais de la fierté du parcours, la difficulté aussi à accepter que ce parcours il soit fini, terminé, qu'il appartienne au passé. Donc je trouve qu'on sent vraiment cette ambivalence. Et il y avait un terme que tu m'as cité et que je trouve intéressant, tu l'as un petit peu abordé et développé, cette notion de bénéfice à rester un peu dans un statut avec des grands guillemets, ce qu'on pourrait dire de malade psychique, et avec certains avantages, avec des guillemets aussi, et certains inconvénients qui y sont associés. Et le fait de, ok, je quitte ce statut, tu l'as cité par rapport à la notion de responsabilité, où avant on faisait pour moi, etc. Là, d'un coup, je dois me responsabiliser. Ben, ça fait peur en même temps. Il y a toute cette notion de changement, je sais ce que je quittais. Encore une fois, dans cette ambivalence, je connais ce que je quittais, même si c'était inconfortable, insatisfaisant et douloureux, parce que là, on parle de souffrance. Mais je sais ce que je quittais, je ne sais pas vers quoi je vais. Et donc, ça peut être aussi faramineux. Est-ce que tu as envie de nous en parler un peu? Ouais, mais c'est très très bien résumé en soi, mais oui, c'est ça en fait, c'est que alors déjà, effectivement, il y a ce truc dont je pense pas avoir trop parlé quand on a préparé cet épisode, mais effectivement, ça fait peur de ne pas savoir ce qui nous attend, alors que quand on est dans cette routine effectivement, de malade psychique, euh, bah, la routine, elle est assez simple en vérité, qu'on soit hospitalisé ou pas pour le coup. Si ça se répète, c'est assez plat parce qu'on n'a pas la force, qu'on n'a pas l'énergie, qu'on n'a pas l'envie. Hem et non seulement à un moment on commence à aller mieux et on va aller mieux et en plus, on doit se préparer à vraiment ce que j'appelais moi la vraie vie quand j'en parlais même avec les thérapeutes et tout. Hem, il y a tellement de responsabilités, il y a tellement de choses, il y a tellement de plans à faire, de projets, à élaborer quand on veut qu'ils voient le jour. Il y a enfin, je pense que j'apprendrai à personne que la vie, c'est quand même vachement complexe et qu'on peut vivre, une infinité d'aventures. Mais du coup, quand on s'est mis en tête déjà qu'on n'allait pas vivre tout ça parce qu'on ne voulait plus vivre et qu'au-delà de ça, on n'a pas vécu tout ça pendant, quelques semaines, quelques mois, quelques années, bah, c'est quand même vachement compliqué de se remettre là-dedans. Ça fait peur, effectivement, c'est la peur de l'inconnu, c'est la peur de l'échec, c'est la peur de plein de choses et et ouais, les responsabilités, on sait, encore une fois, j'apprendrai à personne qu'on a plein de responsabilités en tant qu'être humain et quand tu es malade et que tu t'en fous des responsabilités, grossièrement quand tu pas bien. Mais au-delà de ça, tu as plus trop parce que tu es contenu par les équipes soignantes, par les thérapeutes, quand tu as trouvé les bons thérapeutes, bien évidemment. Tu contenu par eux, ils te guident un peu dans tes journées, tu surveillé, tout le temps et heureusement parce que ça évite des catastrophes, parfois et en fait, heu, ça c'est pour quand tu es hospitalisé, mais dans ma tête, c'est un peu pareil quand tu es dehors parce que si tu as la chance d'être un minimum entouré, ton entourage, bien évidemment, va essayer de te contenir comme il peut et j'ai envie de te dire que de toute façon, même si ça n'arrive pas, heu,
ça va tellement pas à ce moment-là que même si tu croules sous l'administratif, que tes responsabilités, tu les remplis pas, que ça va pas et que tu fais rien de tes journées, bah, c'est le cadet de tes soucis parce que tu te projettes plus. Mais effectivement, ça a été une sacrée aventure de retrouver les responsabilités, d'être humain, adulte en plus. Je suis très contente de les retrouver, c'est pas du tout le problème, mais ça a été très complexe. Ouais, j'imagine. Mais en fait, c'est toute la si je simplifie au plus simple et que je fais un schéma très simple, en plus de ça, à l'oral, sur ce podcast du deuil, en fait, c'est comme s'il y avait 2 grandes phases. Il y a cette première grande phase où on est aussi, focalisé un petit peu sur le passé, sur ce qui nous manque, sur ce qu'on n'aura plus, sur cette personne que j'ai été et que je ne serai plus et il y a quelque chose à fermer. Non pas à oublier, non pas à supprimer, mais quelque chose à fermer dans le sens cicatriser une blessure. Je vais le dire dans ce sens-là. Cicatriser une blessure, OK, mais une fois qu'elle est cicatrisée, je fais quoi? Ouais, c'est ça. Et donc c'est là, en fait, où tu parles un petit peu de cette nouvelle vie, de cette reconstruction et où là, donc avant, on avait ce regard qui était plutôt vers le passé et là, on a ce regard qui se tend vers le futur et qui est en même temps à la fois peut-être super excitante, super stressante. C'est ça va un peu dans tous les Ouais, sens, ouais, quoi. ouais. Et justement, donc dans la question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu as réussi, et plutôt peut-être qu'est-ce qui t'a aidé à accepter, à te reconstruire et au fur et à mesure à retrouver une notion d'équilibre dans ta vie, à réellement cicatriser et guérir cette blessure passée pour pouvoir ouvrir ton regard au futur? Qu'est-ce qui a été sur ton chemin, tu as parlé, hein, le côté déjà les proches, enfin j'imagine, le fait d'être contenu aussi par un univers médical, soutenant et professionnel dans le sens qui fait bien son travail et qui est à l'écoute. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie de nous partager? Bah, alors déjà, j'ai pensé à quelque chose là parce que ce terme de cicatriser, alors moi, il me fait double écho vu que dans ces périodes-là, j'ai eu tendance à beaucoup me blesser moi-même et donc il y a vraiment double sens dans ma tête. Mais ça me fait penser à effectivement ce truc qui a été compliqué et qui pour le coup a été, un des plus gros deuils, je pense, parce que c'était très culpabilisant. Effectivement, quand tu cicatrises, déjà, tu sais pas où tu vas aller après et c'est stressant. Mais en plus de ça, il y a aussi cette sensation que si tu cicatrises de ce qui t'a fait aller mal et que tu avances, ça veut dire que tu passes l'éponge sur tout ça. Et ça, je pense que je l'ai pas trop évoqué quand on a discuté, auparavant, mais vraiment ça a été compliqué aussi et j'y pense là avec ce terme-là que tu donnes parce que, ça a aussi fait partie des choses qui m'ont permises d'avancer derrière. Mais je veux dire, il y a eu ce moment aussi où j'ai dû, me secouer un peu et me dire: «Mais non, c'est pas parce que tu vas mieux et que tu acceptes d'aller mieux que tu acceptes ce qui t'a fait aller mal». C'est vraiment 2 choses très distinctes alors je m'étale jamais là-dessus, mais pour le coup, notamment sur les notions de traumatisme et je pense que peu importe, le traumatisme, de toute façon, quand tu vas mal, à ce point-là, au point de vouloir t'ôter la vie, c'est un trauma dans tous les cas. Hem, il faut accepter que c'est pas parce que ça change et que tu vas mieux que tu pardonnes les personnes qui t'ont causé les traumas, que tu pardonnes, toutes les injustices, que tu pardonnes, toutes les blessures. C'est vraiment 2 choses bien différentes et ça justement, typiquement, c'est quand j'ai accepté ça que j'ai commencé à me voir avancer réellement, parce que je me suis déculpabilisée et que c'est vraiment ce truc de, ça existera toujours. On ne peut pas de toute façon, s'effacer la mémoire, on peut pas oublier et Dieu merci parce que ça nous suit et que ça nous apprend tous les jours et moi, pour rien au monde, j'effacerai, tout ce qui s'est passé, mais vraiment pour rien. Aussi douloureux, puissent-elles être ces choses-là, je les garde et j'y tiens beaucoup. Mais du coup, ça a fait partie, de la déculpabilisation qui était nécessaire pour commencer à avancer et après effectivement, comme je disais tout à l'heure, les proches, quand on a la chance d'avoir, des personnes autour de nous
qui malgré la difficulté que c'est, de nous voir souffrir comme ça, reste déjà, qui ne porte pas de jugement, qui nous abandonne pas, qui encaisse parce que je pense que au même titre que mes comportements, un peu sombres, ont été causés par des traumatismes, i ça a aussi traumatisé mes proches quelque part, parce que bien évidemment que c'est pas normal de voir, ta sœur, ta fille, ta meilleure amie, ta coloc, dans des états comme ça et que c'est pas normal de la voir souffrir autant et de voir quelqu'un que tu aimes, vouloir disparaître. Et je pense que ça m'a aussi, un peu réveillée de voir la peur et la peine, dans le regard des personnes qui étaient là. Surtout qu'il y a toujours un moment où tu vas tellement mal que tu as l'impression que personne n'est là, en fait, parce que tu es juste plus en capacité de voir les gens autour de toi. Et du coup, quand un matin tu te réveilles et que tu te rends compte de à quel point, c'est terrifiant pour eux, tu commences à te dire que peut-être si c'est si terrifiant pour eux, c'est que c'est qu'on peut faire les choses autrement. Et puis effectivement, ça a commencé à porter ses fruits aussi parce que j'ai eu la chance d'être, bien accompagnée, d'un point de vue médical, et thérapeutique et ça vraiment j'y tiens, à appuyer sur ça parce que les violences médicales existent et que la psychophobie existe, y compris dans le milieu, psychiatrique et médical et que très souvent les gens ont peur aussi de commencer un suivi ou d'être hospitalisés parce qu'ils ont peur d'être maltraités, d'être jugés, d'être incompris. Peut-être ça arrivera, encore une fois, je suis pas un dieu et je suis pas non plus médium. Peut-être que ça arrivera. J'ai croisé des thérapeutes qui étaient juste, abominables. Mais j'ai aussi, à un moment, eu la chance de pouvoir être prise en charge par des personnes qui m'ont fait penser que ce travail avait du sens et que s'ils le faisaient, c'est que quelque part, je leur devais d'au moins essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Je l'ai pas fait pour eux, mais ils m'ont quand même donné une impulsion qui est pas négligeable. J'ai au même titre que j'ai une reconnaissance, immense pour le fait d'être en vie aujourd'hui, j'ai une reconnaissance, éternelle, pour les thérapeutes qui ont été bienveillants autour de moi, mais parce que vraiment je suis consciente du fait que ce soit pas le cas tout le temps, et je pense que voir autant d'investissement, de la part de médecins, de thérapeutes, ça m'a aussi aidé à accepter le fait que je pouvais, aller mieux et que j'étais capable de le faire parce que je me suis dit: «Mais regarde l'énergie et le temps qui passe» parce que vraiment, mes hospitalisations, elles ont été très, très longues et elles ont été extrêmement épuisantes, je pense autant pour les thérapeutes que pour moi, mais parce que ça partait dans tous les sens et que c'était vraiment compliqué et j'étais un peu ingérable en vrai. Hem À tort ou à raison, en tout cas, ça a existé et ne serait-ce que pour ça, je peux pas nier le fait que les voir s'acharner, de façon si bienveillante et positive, ça m'a un peu poussé à ce que ça fonctionne quand même. Ouais, j'imagine. C'est vraiment important cette notion de soutien, d'entourage, qui soit personnel, professionnel, amical, familial, qu'importe, mais ce soutien, enfin, c'est quelque chose qui revient dans de nombreux témoignages. Et je voulais revenir sur la notion d'acceptation, comme tu dis, c'est pas parce que j'accepte d'aller mieux que j'accepte ce qui m'a fait souffrir. Et il y a une phrase qui avait été donnée par une participante à un apéro de la mort qui me semble avoir déjà cité dans un épisode, c'est que plutôt qu'accepter, parfois cette notion d'acceptation, c'est comme si on devait oublier ou alors qu'on était d'accord avec tout et comme si, bah ok, c'est super tout ce qui m'est arrivé, alors que non, en fait, c'est pas le cas et que oui, c'est difficile, c'est parfois même dramatique, c'est parfois traumatique, c'est parfois inconfortable. En tout cas, c'est de l'ordre, on va dire, plutôt de ce qu'on appelle négatif dans notre société. Et plutôt que accepter, elle parlait de consentir au réel. Et je trouve cette expression super juste parce que, bah, en fait, c'est consentir à une nouvelle réalité dans laquelle je me sens mieux. Et en fait, cette réalité, elle existe aussi aujourd'hui parce qu'il y a eu autre chose et parce que je me suis sentie mal. Et je suis pas d'accord avec tout ce qui s'est passé dans le passé, mais je l'intègre à moi et je consens à dire que ça fait partie de ma réalité, même si j'aurais préféré que ça n'ait pas lieu, même si j'aurais préféré que ce soit autrement. Et je trouve que cette notion, elle est aussi
déculpabilisante d'une certaine manière. Parce que parfois, dans le côté acceptation, ça peut être super dur. C'est noir ou blanc, quoi. C'est vachement binaire, l'acceptation. Soit t'as accepté, soit t'as pas accepté. Si t'as accepté, bravo, c'est bien, tu l'as coché sur ta to-do list, continue. Si tu l'as pas accepté, vas-y, réessaye. C'est un peu, je trouve que ça manque de perspective et de graduation, en fait. Et je trouve que cette notion de consentir au réel, on peut plus facilement aussi se l'approprier et la comprendre, même dans des événements en fait parfois du quotidien, des trucs chiants qui nous arrivent dans notre journée qu'on contrôle pas parce que la vie est comme ça et qu'il y a aussi des choses qu'on contrôle pas. Et ben on n'est pas d'accord avec, mais il faut bien qu'on consentisse à faire que. Mais c'est comme ça en fait, c'est la réalité, c'est les conditions qui sont là aujourd'hui pour ma journée, ma semaine, mon mois, mon année ou ma vie de manière générale et comment je peux avancer avec ça. Et il y avait un autre point que tu soulevais. Tu disais, je ne sais plus les mots exacts que tu as employés, mais de vouloir sauter la vie. Tu parlais de cette notion-là. Et justement, le fait d'avoir voulu t'en prendre et t'en prendre d'une certaine manière aussi à ta propre vie, c'est-à-dire du coup te rapprocher de la mort et côtoyer la mort, après, après avoir travaillé les traces aussi traumatiques de ces tentatives de suicide, justement par ce travail aussi thérapeutique, par ces hospitalisations, tu dirais que ça t'a appris quoi aujourd'hui ? Ça m'a appris énormément de choses et je pense que c'est aussi en ça que je dis que pour rien au monde j'effacerai tout ça. Déjà, ça m'a fait réaliser au départ que ça faisait des années et depuis même toujours certainement pour plein de raisons, connues ou pas, ça faisait des années que je vivais par obligation et que je vivais parce que je me disais ouais ok je suis là, j'existe. Bon bah il faut vivre. Cette phrase elle m'a suivie pendant longtemps et je la trouvais normale et en fait aujourd'hui je la trouve tellement triste. Je pense que quitte à être là, le but c'est qu'on en ait envie de vivre et ça doit pas être un il faut ou je dois. Il faut, je veux en Mais fait. oui c'est ça et ouais enfin ça a été assez fou et vraiment je me souviens que ça s'est passé. Alors ça s'est pas passé en une nuit mais je veux dire je me revois un matin me lever quand j'étais encore hospitalisée dans la clinique où j'étais et j'avais rendez-vous avec ma psychiatre et vraiment je me revois me lever, ça faisait un moment que ça allait un peu mieux petit à petit et que ça commençait à être solide et arriver en rendez-vous et avoir vraiment cette sensation que là d'un coup je m'étais réveillée ce matin-là avec l'envie de vivre. Et alors ça peut paraître un peu fou mais je pense que j'ai un peu mis des gants quand je lui ai expliqué ça. Mais c'était vraiment ça. En fait, je me suis levée et une de mes premières pensées, ça a été de me dire, mais c'est quand même vachement cool d'être en vie. Et vraiment, c'était aussi léger que ça dans ma tête. Et je me suis dit, mais comment pendant des années, t'as pu vivre juste parce qu'il fallait vivre et qui t'a dit qu'il fallait vivre, en fait, enfin, quitte à être là, autant que tu donnes un sens à tout ça. Et vraiment, ça m'a offert d'aujourd'hui vivre par envie et d'aimer ça. Enfin, c'est peut-être un peu con comme phrase, mais vraiment, j'aime trop vivre. Et aujourd'hui, quand je vois tout ce par quoi je suis passée et à quel point j'adore la vie, je me dis déjà que c'était vraiment pas gagné et que c'est assez fou d'en arriver là. Mais je me dis surtout, mais comment t'as pu passer à côté de ça, à côté de tout ce que tu pourrais vivre demain? Enfin, il y a tellement de possibilités, il y a tellement de liberté à prendre et il y a vraiment eu ça et je pense que ça a été assez radical dans ma tête et il y a aussi eu ce ce moment où je me suis rendu compte et notamment à travers, encore une fois, à travers les discussions avec l'entourage, mais surtout à travers l'art, que je pouvais trouver plein de façons de sublimer tout ce qui était arrivé et alors de sublimer le moins beau, mais aussi de sublimer, la Alice de toutes ces années-là, vu que je me suis quand même, redonné naissance à moi-même. C'est assez stylé en vrai. Grave. Mais Ça fait classe. ouais, non, mais dit comme ça, c'est Mais très, très tout cool. est question de perspective, encore Mais une oui, fois. mais oui, c'est rien que pour pouvoir, dire, «Je me suis redonné la vie» et tout, il faut se battre. Mais non, mais en vrai,
Je me suis rendu compte qu'il y avait plein de façons d'apprendre à accepter et à apprécier et à accueillir ce qui était arrivé, le bon comme le mauvais, et de sublimer tout ça à travers l'art, à travers plein de choses, et je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était pas, aisé, et que ça n'allait pas vite, mais que quand c'était fait, ça nous apprenait encore plus de choses sur nous. Je pense que ce truc-là, j'en ai encore parlé il y a pas longtemps avec un ami, mais vraiment, je suis reconnaissante d'être passée par tout ça, parce que je pense, sans vouloir me jeter de fleurs, que je ne serais pas, si humaine aujourd'hui, sans tout ça. Je serais pas un monstre, j'espère pas, je pense pas, je l'étais pas avant d'aller mal de toute façon, mais je veux dire, je serais certainement pas autant impliquée dans la cause de la santé mentale, et autant impliquée dans tenter d'offrir le bien-être à mes proches et aux gens, et je serais pas aussi humaine, profondément humaine, parce que, bah, quand tu as eu l'impression de vivre des trucs qui détenaient pas une once d'humanité, et que tu es ressortie de ça, je pense qu'à contrario, tu deviens vraiment très, très humain, et pour ça aussi, je suis très, très reconnaissante, vraiment. Il y a 2 choses qui me si je devais le résumer qui ressortent, je trouve, c'est la notion où, bah, justement, tu as quitté ce côté «il faut» pour «je veux», vivre par défaut, par en fait, j'ai envie de vivre, je fais le choix de vivre et je mets mon énergie justement dans cette vie plutôt que dans un côté plus sombre et ce qu'on pourrait du coup assimiler plutôt à la mort ou à la souffrance. Et la deuxième chose que je trouve, intéressante, tu as parlé de santé mentale, tu as parlé d'autrui, il y a cette notion, je trouve, d'empathie, de compassion, de compréhension, en fait, aussi sur la souffrance de manière générale peut-être des gens. Et il y avait 2 questions que j'avais envie de te poser et la première c'est, je sais que c'est quelque chose qui t'intéresse aussi, cette notion de pérédance. Petite définition pour, les personnes qui n'ont jamais entendu parler de la pérédance, c'est le fait on en parle beaucoup, notamment dans le cadre des alcooliques anonymes, où une personne qui est alcoolique et qui se fait prendre en charge peut être aidée par ce qu'on va appeler un parrain ou une marraine généralement, et qui va en fait, qui lui a un parcours qui est, comment dire? On a toujours le risque de retomber, que ce soit dans l'alcool ou même dans des tentatives de suicide ou dans quelconque addiction, mais on a une certaine expérience de sevrage, une certaine expérience de bien-être, de mieux-être et de sérénité, et c'est de partager cette expérience en tant que patient, ce qu'on appelle aussi le statut de patient expert. Je sais que c'est quelque chose qui t'intéresse, que potentiellement, si je ne dis pas de bêtises, tu es aussi en train peut-être de te renseigner pour faire les formations à ce sujet-là. La question qui était sous-jacente, c'est en tant que personne qui, toi, a vécu ça, si aujourd'hui il y a quelqu'un qui a franchi les petits mots d'introduction qu'on a eus et qui ben, peut-être se retrouve dans le témoignage de la Alice d'avant, qui est peut-être à la limite d'une tentative de suicide, qui est dans une souffrance profonde et qui se dit bah, c'est bien beau tout ce qu'elle me dit, mais c'est pas pour moi. Parce que je pense que c'est peut-être quelque chose que tu as dû ressentir aussi. Des témoignages comme le tien, tu as dû en entendre par le passé en disant bah ouais, c'est bien beau, ça fait beau sur le papier, c'est sympa dans mes oreilles, hein, mais c'est pas pour moi. Qu'est-ce que tu aurais peut-être envie de dire à cette personne? Il y a plein de choses que je voudrais dire, et j'essaye de le faire quand je peux, mais ce que je voudrais, lui dire à cette personne, c'est qu'elle est pas seule. C'est que même quand tout va mal et que tu as l'impression que ça s'écroule, et que la seule solution, c'est de partir, je te jure que pour l'avoir pensé pendant des mois, je remercie tout ce que je peux remercier aujourd'hui de pas avoir réussi, et d'avoir pu changer d'avis là-dessus. Hem, je dis souvent aux personnes que je croise et qui sont en souffrance que vraiment en fait, ce qui est important, c'est de comprendre que tu as le droit d'aller mal, et je pense qu'une fois que tu auras compris que tu es légitime dans ta souffrance, déjà, il y aura un chemin qui sera fait, et tu as le droit d'aller mal, tu as le droit de pas vouloir aller mieux à un moment, tu as le droit d'être en colère contre la terre entière, tu as le droit de souffrir profondément, et peu importe ce qui t'a amené à souffrir, en fait, on s'en fout. Il y a pas de raison, plus ou moins bonne, il y a pas de degré. Hem, tu l'impression que t'es seul, mais en vérité, tu l'es pas, ou en tout cas, tu le seras peut-être plus demain, et pour ça, ça vaut le coup, et surtout, encore une fois, ce qui est important à mes yeux, c'est de dire aussi aux gens qui souffrent,
profondément aujourd'hui que si, comme moi, vous avez pas la force à ce moment-là, là, maintenant, de vous battre pour vous, vous avez aussi le droit de commencer, en vous battant pour les autres et pour vos proches. Parce que ça, c'est un truc qu'on n'arrête pas de dire aux gens de: «Oui, mais il faut pas vivre pour les autres». Alors, je suis bien d'accord, c'est pas le but, sur le long terme. Par contre, si t'as pas l'énergie de te battre pour toi, mais qu'il y a au moins une personne autour de toi, qui te dit, qui te supplie de le faire et qui a besoin que tu restes en vie, fais-le pour elle. Et et en soi, s'il y a pas de personne là aujourd'hui, ou que tu as l'impression qu'il y a personne aujourd'hui autour de toi, qui tient à toi, on ne se connaît pas, mais dis-toi que moi, j'aimerais bien que tu restes en vie et que du coup, bah fais-le pour moi. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais il y aura toujours quelqu'un pour qui ça vaudra le coup que tu sois en vie. Et je pense que ça, c'est important de se le rappeler, et tous les jours, et même quand on va bien. Merci. Je trouve ça très beau de le dire de cette manière-là et j'aime bien, tu parles de cette notion de droit. Oui, on a le droit d'aller mal. Oui, carrément, on a le droit d'aller mal. Alors, j'allais pas y opposer, mais j'allais y ajouter la notion de devoir. Mais c'est pas les devoirs de l'école qui sont notés, qu'il faut cocher sur cette to-do list, c'est plus, le devoir dans le sens une impulsion et donc comme tu dis, tu as le droit d'aller mal. Oui, c'est vrai. Je dirais pas que tu as le devoir de prendre soin de toi parce que du coup, ça peut paraître très culpabilisant et très moralisateur et c'est pas dans ce sens-là, mais de faire un petit pas, si petit soit-il. Et ça peut être écouter cet épisode de podcast, ça peut être lire un livre, ça peut être appeler des numéros par rapport au suicide, ça peut être aller crier dans la rue parce que tu as besoin de quelque chose et que potentiellement, ben oui, OK, on est dans une société un peu chelou, mais a priori, si tu cries en plein milieu de la rue, je pense qu'il y a des personnes qui risquent de se dire: «Il y a un problème, je vais aller Ouais, voir cette ouais, personne». ouais. Pas tout le monde, mais en tout cas, il y en a qui le feront et donc c'est dans cette notion-là de devoir. Est-ce que c'est toi qui l'as vécu? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être aidant, tu trouves? Oui, alors Expliquer de cette manière-là, hein. ouais, 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 ouais. oui, on sera jamais, enfin, certainement presque jamais d'accord avec ça, quand on va pas bien. Encore une fois, parce qu'effectivement, comme tu le dis très bien, il y a on aura l'impression que c'est un peu culpabilisant, ou qu'on veut nous forcer, qu'on veut nous brusquer un peu. Mais par contre, il faut savoir, différencier, je pense, les personnes qui vont te dire, «Tu dois prendre soin de toi, tu dois faire attention», parce qu'elles sont bienveillantes, des personnes qui vont te diriger en te disant: «Tu dois, vivre», et point. S'il y a pas d'amour derrière et qu'il y a pas de sensation que c'est sain pour toi, bien sûr que ça fonctionnera pas. Par contre, je pense effectivement que, moi, en tout cas, il y a un moment où ça m'a aidée. Encore une fois, quand ce sera pas le cas pour tout le monde, mais moi, quand j'étais arrivée à un stade où vraiment tout glissait et rien me percutait du tout, il y a eu des moments où il a fallu me secouer un peu. Et j'étais très en colère quand ça arrivait, mais aujourd'hui, je remercie les personnes, qui, si, elles écoutent, se reconnaîtront assez aisément, qui m'ont secouée à un Merci moment ou un d'avoir autre. secoué Alice. Voilà, mais vraiment, elles seront trop contentes que je dise merci, parce que vraiment j'ai dû gueuler, pas mal de fois à l'époque. Hem, je pense qu'on a besoin d'être bousculé un peu, et je pense que ça paraît, hyper simple dit comme ça, genre: «Ouais, moi j'ai réussi et du coup, je te dis qu'il faut qu'on te bouscule». C'est pas ça du tout, mais c'est juste, si les gens te brusquent à un moment et te disent: «Mais tu», en fait, c'est comme la notion de «tu mérites». Pour moi, si on te dit: «Tu dois prendre soin de toi», c'est qu'on te dit: «Tu mérites de Ouais, mais prendre c'est soin qu'il y de a de toi». l'amour, en Et fait, ouais, et derrière. du coup, il y a de l'amour, C'est en et je fait, pense je qu'il faut le t'aime et voir j'ai comme envie ça. que tu Ouais. restes en vie et que tu prennes soin de toi et parfois enfin parfois, même très souvent, c'est maladroit Oui, parce que oui. nous-mêmes justement quand tu aimes la personne, tu sais pas trop comment faire, est-ce que les mots vont être justes et puis tu mesures tes mots parce que et finalement à force de tellement tout mesurer, tu en viens à être 3 fois plus maladroit que si tu avais dit les choses telles que tu les pensais à la base. Mais souvent, c'est sur un même si, comme tu dis, il y a des personnes qui vont te dire: «Tu dois» et que c'est plus, quelque chose qui est vraiment moralisateur, mais la plupart du temps, c'est empreint d'amour et de compassion, d'inquiétude aussi, en fait, pour la personne et souvent d'impuissance en tant que personne aidante ou en tant que proche,
te dire: «Je sais pas quoi faire». En plus, quand c'est pas ton domaine et que tu es pas professionnel là-dedans, que tu as pas été formé à tout ça, même si maintenant on parle des premiers secours en santé mentale et cetera. Mais voilà, ça commence à se démocratiser. C'est en chemin, mais c'est pas encore totalement ça non plus, on va pas se mentir. Et justement, il y avait donc la deuxième question qui était plus, tu l'as dit, tu as maintenant peut-être cette ouverture, cette compassion, cette ouverture et cet état d'esprit plus apte à comprendre la souffrance des autres. Si justement, il y a quelqu'un qui nous écoute depuis tout à l'heure et qui se dit, pour une raison ou pour une autre, qu'il y a quelqu'un dans son entourage ou pas qui est sujet à ces tentatives de suicide et qui se dit: je ne comprends pas la souffrance qui peut mener à une tentative de suicide, ou je ne comprends pas comment une souffrance ou des souffrances peuvent mener à une tentative de suicide. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à cette personne? Il y aurait encore une fois plein de choses que je voudrais dire, J'imagine. mais alors j'ai un peu plusieurs positions sur ça, parce que je peux parler en tant que personne qui a essayé de mettre, fin à ses jours, et je peux aussi parler en tant que personne qui a côtoyé des personnes qui ont essayé de le faire, ou pour d'autres qui l'ont fait. Et du coup, j'ai un peu double casquette. Je suis consciente aujourd'hui que c'est compliqué pour les gens, surtout quand c'est quelqu'un qu'ils aiment, de comprendre et d'accepter dès le départ que la personne puisse souffrir au point de vouloir partir, ou d'avoir fait ce geste-là et de l'avoir, mené à terme. Parce que c'est inaudible, quand tu aimes quelqu'un, de te dire, «Mais moi je l'aime, pourquoi ça a pas suffi? Pourquoi ça n'a pas aidé, comme je le pensais? Pourquoi j'ai pas été assez à un moment?» En fait, il y a pas du tout de notion de ça, il faut se déculpabiliser de ça. Hem, mais au-delà de ça, je pense que beaucoup de gens ont peur, à juste titre, que ça les concerne de près ou de loin à un moment. Et moi, j'en avais pas conscience du tout quand c'était moi la personne qui voulait partir. J'avais pas du tout conscience de à quel point ça pouvait être effrayant, ou révoltant pour les personnes autour. Et quand les personnes étaient en colère que j'ai fait ça, j'étais moi-même hyper en colère, et je trouvais ça horrible et je trouvais ça injuste. Et quand les personnes étaient tristes, hem, je me disais juste: «Tu peux être triste, mais tu seras jamais aussi triste que moi». C'était très particulier, mais parce qu'en fait, après coup, tu te rends compte de à quel point ça fait peur. Et je pense que même si je l'avais pas vécu en tant que proche, par la suite, j'aurais le même avis aujourd'hui là-dessus. Hem, j'ai conscience de ce que c'est de devoir accompagner quelqu'un qui souffre, et j'ai conscience de ce que c'est de souffrir. Du coup, je dirais juste aux personnes qui savent pas trop comment gérer ça, que il faut vraiment, essayer de rester le plus bienveillant possible et de démontrer le plus d'amour, heu, auprès de cette personne qui souffre au point de ne plus vouloir vivre. Mais il faut pas non plus se sentir, pris d'une mission, et se sentir en échec si la personne ne va pas mieux, ou qu'elle est plus de ce monde à un moment. Hem, Ça, c'est un truc qui est parfois très compliqué, mais je pense sincèrement que personne n'est Dieu, encore une fois, et que parfois, notre amour, aussi immense, puisse-t-il être, ne suffit pas toujours. Et au même titre qu'aujourd'hui, moi, je préfère me consoler en me disant que, alors si moi je suis encore en vie, c'est peut-être parce que j'avais une mission quelque part, et que juste j'ai eu la chance d'être encore en vie aussi. Mais, à contrario, je me console, concernant ces personnes qui se sont ôtées la vie, autour de moi, en me disant que, bah, c'était juste trop, en fait. Et peut-être que leur mission, elles l'avaient déjà menée, et peut-être que leur mission, elles la mènent en étant plus là physiquement aussi. Je sais que ça peut paraître, assez étrange de dire ça, parce que des personnes qui sont encore en vie et qui sont suicidaires, pourraient se dire: «Ouais, mais du coup, peut-être moi, ma mission». Non, c'est pas ce que je veux dire, mais juste,
Je pense qu'on a tous une mission quelque part. Il faut tenter de la mener, en étant heureux et en étant épanoui, mais en tout cas, il y a des personnes qui la mènent autrement. Moi, c'est ce qui me console aujourd'hui et je pense, que c'est surtout valable, ce message-là pour les personnes qui écoutent et qui sont en colère parce que quelqu'un, autour d'eux, est parti déjà ou n'arrête pas d'essayer de le faire. Il y a toujours une mission quelque part et faites de votre mieux avec, toute votre délicatesse et tout votre amour pour que la personne puisse expérimenter, sa mission ici. Mais ne vous culpabilisez pas d'avoir l'impression de ne pas suffire à la faire rester non plus. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est quelque chose que j'ai vécu et du coup, que j'ai vécu avec mon père et en fait, ça fait écho à cette notion d'impuissance. Parce qu'on se sent terriblement impuissant ou impuissante dans ces moments-là à dire: «Mais qu'est-ce que je peux faire?» et tu vois, quand tu disais, «Tu peux être triste, mais tu ne seras jamais aussi triste que moi», tu dis: «Ouais, ça peut paraître bizarre, mais en même temps, c'est vrai». Je peux essayer de comprendre la tristesse, la colère, la honte, l'injustice, enfin, qu'importe l'émotion en réalité ou le fond qu'il y a derrière, mais je peux pas le vivre. Je peux que l'imaginer, mais je peux pas le vivre, je peux pas le ressentir. Et dans ces moments-là, ben, à part être là, faire un câlin, avoir une présence, écouter, rassurer, essayer de ramener sur des choses positives, encourager à aller peut-être trouver un soutien plus professionnel, parce que je ne suis qu'un citoyen, citoyenne. Bon, là, en l'occurrence, moi, c'était mon père, mais enfin, je trouve ça très juste, en fait, ce que tu dis. Et c'est malgré cette impuissance, de garder comment dire? De garder un espace qui est ouvert le plus possible et que si on n'y arrive pas, en tant que proche, c'est aussi, je pense, important de le dire en disant: c'est pas que je ne t'aime pas, c'est en fait, je sais pas comment faire. Je sais pas comment faire et je ne sais pas quoi faire. J'aimerais et si tu as des pistes et si je peux t'aider, dis-le moi, mais voilà, est-ce que je peux t'appeler? Est-ce que tu veux que je t'appelle? Et en fait, c'est parfois aussi ouvrir des discussions, oui, qui sont délicates, oui, qui sont émotionnelles, oui, qui sont, inconfortables, qui nous mettent parfois encore plus face à notre impuissance, ou alors qui nous permettent de recontacter un petit peu on va dire, ce pouvoir personnel de qu'est-ce que je peux faire potentiellement pour aider l'autre, ou qu'est-ce que moi, en tant que personne en difficulté, je peux faire pour moi-même en m'aidant peut-être des autres. Enfin, voilà, c'était ce à quoi ça me faisait écho. On touche tout doucement à la fin de cet épisode et je te remercie pour tout le contenu et ton témoignage qui, encore une fois, je rappelle, est un témoignage parmi tant d'autres. Et vous prenez ce qui a du sens et vous laissez ce qui n'en a pas. Et peut-être que certaines choses feront sens plus tard. Mais voilà, je pense que enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi, tu me l'as transmis et j'espère que ça fera cet écho-là. Mais cette notion de renaissance, en fait, à toi-même, comme tu l'as dit, un peu le phénix qui renaît de ses cendres. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé que tu souhaiterais aborder? Un dernier petit mot, un partage, une lecture ou autre, je ne sais pas. Ce que tu as Je envie. Oh là là! Je sais que je me suis beaucoup éparpillée là, mais en tout cas, ce que je pourrais dire, pour commencer à clore tout ça, c'est que vraiment je suis reconnaissante, pour tout ça et que du coup, je suis aussi reconnaissante de pouvoir l'aborder ici avec toi et je pense que vraiment ce terme de reconnaissance, il est important et que chaque personne qui souffre, et qui doute devrait essayer de se raccrocher à ça. Il y aura toujours un moment où on sera reconnaissant de quelque chose, et tout ça, ça paraît vraiment être des belles phrases, mais c'est ce que j'ai profondément ressenti à un moment ou à un autre et je dirais juste aux gens de pas penser qu'ils sont seuls et qu'ils sont abandonnés et surtout de ne pas penser qu'ils vont l'être parce qu'ils vont pas bien et que c'est que dans la tête, comme disent, souvent beaucoup de gens. Par pitié, arrêtez de penser que ce qui se passe dans la tête et ce qui concerne la santé mentale peut avoir moins d'impact qu'une maladie physique, peu importe laquelle. Arrêtez de penser que la psychiatrie, c'est un asile de fous sauvages, violents et dangereux et arrêtez de penser que les personnes autour de vous doivent aller bien, sinon c'est pas assez propre. Accompagnez les gens que vous aimez
Et si vous avez l'impression que quelqu'un va un peu moins bien à un moment, essayez de lui donner un petit peu d'amour comme vous êtes capable de le faire à votre échelle et juste, soyez là. Et et si vous vous sentez un peu trop bizarre ou un peu trop bête, parce que ça va pas, dites-vous que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, se sentent profondément malheureux à un moment et que ça fait pas d'eux des monstres ou des bêtes de foire. Dites-vous que aussi, être bizarre, en vrai, c'est cool. Moi, j'ai accepté que sur certains trucs, j'étais vraiment très bizarre et On que est c'était là tous. pour toujours et on On est est tous un peu tous. bizarres. On est tous un peu chelous, clairement, Voilà. disons-le, assumons-le. Mais voilà, c'est ça, assumons notre bizarrerie, s'il vous plaît, parce que le monde est beaucoup plus fun avec des gens bizarres et et renseignez-vous si vous avez besoin d'être éclairé sur ce qui se passe dans votre tête. N'ayez pas peur de faire des recherches, de lire, des petits livres. N'ayez pas peur de contacter des thérapeutes, des professionnels. Moi, je sais que j'ai dévoré plein de livres de psychologie et que ça m'a beaucoup éclairé. Faut pas que ça parte à l'obsession, mais faites-le si vous en avez besoin. N'ayez pas peur d'appeler un psy et de demander de l'aide. Ils sont là pour ça, ils sont là pour vous et si moi je l'ai mérité à un moment, tout le monde le mérite. Il y a pas de notion de «je vais pas assez bien» ou «je suis pas assez bien pour mériter du temps». Ces gens-là le font tous les jours parce qu'ils sont là pour le faire et qu'ils ont envie de le faire. Vous avez pas moins le droit d'être heureux ou d'être en vie que votre voisin et lisez des poèmes aussi. C'est trop bizarre comme truc, C'est ta mais bizarrerie. ouais, j'adore. J'adore les poèmes, j'aimerais trop être poète. Genre, je trouve ça très, très classe d'être poète. Lisez des poèmes parce que souvent dans les poèmes, on peut avoir au moins 1000 interprétations qui nous font du bien. Moi, je lis des poèmes quand je suis triste et ça me fait trop du bien et vraiment, apprenez à aimer vos bizarreries parce qu'il y a 5 ou 6 ans, chaque petit truc bizarre chez moi me rendait malade et qu'aujourd'hui, chaque petit truc bizarre me fait beaucoup rire. Aimez-vous et acceptez de sortir des clous, qu'on nous a dictés à un moment parce qu'ils ont aucun sens et que juste, vous êtes vous et vous méritez d'exister. Voilà. Je crois que j'ai juste envie de te dire merci, sinon on repart pour un épisode en fait. Trop de choses à redire. Non, juste vraiment un grand merci et juste merci en fait. Merci à toi. Merci beaucoup Alice. Un grand merci pour votre écoute, votre attention et votre fidélité sur ce podcast. J'espère que ce dernier épisode vous a inspiré et vous permettra d'envisager votre reconstruction. Si cet épisode vous a plu, alors abonnez-vous pour être informé et donnez-lui la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ensemble, changeons notre façon de voir la mort. Et pour cela, je vous donne rendez-vous ici même dès lundi prochain.